Bonjour, c'est Luc. Luc et Ad, aujourd'hui, on fait un interview de quelqu'un de super, une EduxP. Voilà, pour une fois, je suis pas seul à parler devant l'objectif. Alors, félicitations Anne pour ta capacité à capter les autistes. Leur fonctionnement, c'est juste incroyable parce que, comment dire, qu'un autiste capte le fonctionnement d'un autre autiste, bon, bah, c'est normal, on est entre soi. Mais Anne, qui ne l'est pas, elle capte tout et c'est vraiment incroyable. Alors, comme première question, pourrait-on parler d'accompagnement en général et d'écriture en particulier ? Alors, oui. Dans mon accompagnement éducatif, je propose des outils d'écriture, notamment des carnets, parce que la langue autiste est un peu particulière et j'ai remarqué qu'à l'écrit, c'était plus facile qu'à l'oral. Donc il suffit de mettre le bon support en route pour réussir à dénouer un peu la communication. C'est très intéressant ce que tu dis là. J'en avais moins conscience que toi. Pour toi, l'expression écrite offre un confort que n'offre pas l'oral quand il y a autisme. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est très intéressant. Oui. Quel conseil donnerais-tu à un autiste sans déficience ayant envie d'écrire seul à seul avec lui-même ? Alors, je conseillerais à une personne autiste sans déficience de prendre un carnet ou même juste un papier, un stylo avec lequel il est à l'aise, de s'installer dans une pièce où il sera seul et de réaliser ma première consigne qui est d'écrire là tout de suite qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Voilà, et d'écrire avec cette consigne-là. Oui, alors bien sûr que l'écriture, comme toute, c'est un apprentissage, hein, mais l'écriture offre une distanciation d'avec soi-même, et dans cette distanciation arrive la conscience. C'est le regard extérieur sur soi-même, on sort de soi, et c'est cette action-là qui est thérapeutique. Autre question, parle-nous de ton projet de kit d'écriture comme support d'autothérapie. Effectivement, je suis en train de réfléchir à un outil pour les personnes. Alors, ce ne sera pas uniquement pour les personnes autistes, mais plutôt pour les personnes qui se sentent parfois invisibles ou en décalage avec la société. Ce support, il est imaginé pour faire ressortir le monde intérieur de la personne, parce que souvent les personnes les plus invisibles, moi j'aime parler d'invisibilité, sont celles qui ont le monde intérieur le plus riche et finalement qui ne peuvent pas partager. Voilà. Ça va de soi, c'est un peu le sablier. Quand c'est riche d'un côté, ça paraît vide ou maladroit d'un autre. Alors, aurais-tu une ou plusieurs anecdotes dingues ou instants de grâce absolue vécus en terrain autistique avec les différents autistes dont tu t'occupes ? Oui, j'ai déjà vécu bien sûr pas mal de moments, vu que ça fait 20 ans maintenant que je suis dans l'autisme. Mais il y en a un justement qui a trait avec l'écriture et avec donc cet outil que je développe. Je l'ai fait tester à un adulte autiste qui a des gros soucis de dyslexie. Donc c'était un challenge de faire tester cet outil. Et finalement, avec les consignes du carnet, donc il a réussi à dire des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Et pour moi, c'est ça le moment de grâce que j'attends. Oui. Là, il y a un sentiment de victoire quand il se passe, quand de l'inconnu ou du méconnu fait jour, le progrès, le mieux-être fait jour tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est comme retirer un caillou dans une chaussure ou voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples d'instants de grâce vécus avec des autistes, la surprise, quoi. J'appelle ça des instants de grâce, je ne sais pas si c'est un mot qui te parle. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'instants de grâce, notamment mes rencontres avec certains enfants assez jeunes qui viennent vers moi, qui viennent dans mes bras, que je sois dans un parc ou à n'importe quel endroit. C'est rigolo parce qu'ils viennent vers moi spontanément et les parents arrivent en courant en disant « Excusez-moi, il est autiste ». Et je dis « Je sais ». Je sais, j'ai vu. Voilà, on connaît l'adage, qui se ressemble s'assemble, donc voilà quoi. J'enchaîne avec une autre question. Si tu n'avais qu'une ou deux choses à dire ou demander solennellement aux instances traitant de l'autisme, ce serait quoi ? Alors, moi je leur demanderais d'arrêter de vouloir normaliser ce qui est différent et d'essayer d'apprendre à lire autrement les personnes autistes.
La deuxième chose que j'aimerais dire, et ce que j'essaie de faire dans mes carnets, c'est d'écouter ce que les personnes ne disent pas. Et d'être attentif à l'arrière-plan de l'autisme. Bien sûr, le silence est une parole, bien entendu. Le silence est une parole, l'erreur est une parole. Les erreurs justes, chez les autistes, on est des champions pour faire des erreurs justes. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, on a faux. Et puis, quelques semaines plus tard, on se rend compte que non, c'était pas faux, c'était juste. C'était la question qui était mal posée ou le contexte qui était déviant. Il y a comme une intelligence alternative qui s'est exprimée. Et faire attention à ce que j'appelle aussi les signaux faibles. J'enchaîne avec d'autres questions. Existe-t-il des pratiques professionnelles que tu rencontres et que tu réprouves ? Oui, quand j'ai commencé à exercer en libéral, donc il y a presque 10 ans bientôt déjà, j'ai eu un peu de mal avec le comportementalisme. Je trouve que ça cherche à effacer un peu ce qui dérange. J'ai choisi de travailler avec ce qui est là, la personnalité, surtout le rythme de la personne. Parfois, les parents cherchent des solutions et on dirait qu'il n'y a presque qu'une seule réponse qui existe, c'est ça, alors que non. Moi, j'ai pu voir, donc depuis plus de 20 ans que je suis dans l'autisme, que les résultats à long terme de ces méthodes, en tout cas, ne me conviennent pas. Alors, avant dernière question, si tu avais des conseils de base à donner aux proches d'autistes, ce serait quoi ? D'abord, de se renseigner sur les différences de perception sensorielle de leur enfant. Je vais penser aux parents de jeunes enfants. Je trouve que le travail d'Olga Bogdachina est essentiel. Dans mon travail, personnellement, je commence toujours à prendre en charge la personne en établissant son profil sensoriel, voilà, avec le travail d'Olga Bogdachina, pour comprendre sa manière de percevoir le monde. Parce qu'avant de proposer quelque chose, il faut que je sache comment la personne perçoit le monde. Sinon, on tombe à côté directement. Ensuite, ce que je conseillerais aux familles, qui est parfois un peu compliqué à entendre, c'est de laisser de l'espace à l'enfant autiste ou à l'adulte autiste, notamment à travers ses intérêts spécifiques. Ne pas chercher à vouloir trop contrôler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le temps de l'intérêt. C'est-à-dire que la personne en a besoin pour fonctionner, il faut laisser ce temps-là, même si ça déborde sur le quotidien. J'ai conscience que ça peut être difficile à vivre. Ça me parle ce que tu dis, il y a une intelligence du vivant, c'est-à-dire que ce qui peut paraître bizarre, incorrect, déplacé, non, ça a sa place. Alors, tout ça, c'est une question de dosage, de perception, évidemment. Moi, je sais que j'ai passé mon enfance seul, enfermé dans ma chambre à jouer au Lego. On aurait pu trouver ça maladif, mais non, c'était vraiment ma voie d'apprentissage. C'est comme on parle de la voie du sabre ou de la voie du thé en sagesse asiatique. Chez moi, c'était la voie du Lego. Les êtres humains ne m'intéressaient pas, mais c'est par le Lego que je suis arrivé aux êtres humains. Et est-ce que ça illustre ce que tu viens de dire, quoi, voilà. Dernière question. L'âge aidant, dans la mesure où tu as été dans une relation d'aide toute ta carrière, ressens-tu l'appel à devenir doucement mais sûrement thérapeute ? Non. Ce qui m'appelle, c'est de créer des outils, notamment des outils à travers l'écriture. Ça, c'est vraiment ce qui m'appelle. Des espaces où les gens peuvent aller seuls, pas forcément avec moi. D'accord. Ça peut être avec moi, mais ça peut exister aussi en dehors de moi. Bon, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Alors, c'est un interview, on échange les rôles. Maintenant, c'est Anne qui va m'interroger. D'ailleurs, parce que tu m'interroges, c'est toi qui tiens le micro. Ok, donc Luc. Alors, j'ai intitulé cette première question « La beauté dans l'ordinaire ». Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois quand tu regardes quelque chose que les autres trouvent ordinaire ? Notamment, j'ai pensé à ton petit déjeuner. D'accord. Alors, oui, j'ai un regard esthétisant. Ça m'aide à rendre le réel supportable. Esthétisant, c'est que je vais beaucoup regarder les espaces vides, par exemple. À table, j'ai tendance à vouloir mettre de l'ordre à table, un ordre esthétisant, c'est-à-dire que orienter la casserole de sorte que le manche soit feng shui par rapport à la bouteille qui est juste à côté, que l'énergie sur la table circule mieux. C'est barré, mais moi ça me régule, ça m'apaise, ça rend la vie plus facile. Donc je rebondis sur la synesthésie.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu perçois le monde? Est-ce que tu vois ou entends ce que les autres ne voient pas? Je suis pas sûr de prendre toute la mesure que signifie le mot, mais on pense tout de suite au titre d'un livre de Tammed, Daniel Tammed, Je suis né un jour bleu. Ça me parle comme titre. Ouais, j'ai l'impression moi aussi d'être né un jour bleu. En tout cas, le bleu est une couleur fétiche. J'ai plein de bleus, j'ai des chaussettes bleues, évidemment, ça m'amuse. Moi, la synesthésie, je vais la voir. Je la vis dans le bricolage. Dans le bricolage, dans l'utilisation des outils et des matériaux, je deviins synesthète. Exemple, pour ma tiny house, j'ai utilisé une grosse canne de bambou pour habiller l'arête d'une paroi. Et bon, alors la paroi, elle est paroi, un angle à 90 degrés, sauf que la canne de bambou, elle est courbe dans un sens et elle n'est pas régulière, c'est-à-dire qu'elle est épaisse à la base et fine en hauteur, épaisse au sol et fine au plafond. Et j'ai dû découper un angle dans ce support complètement tordu. Eh bien, à ce moment-là, je positionne ma règle rectiligne par définition qui ne s'adapte pas à la canne de bambou courbe. Je la cale bien avec des serre-joints, mais quand même, à un moment donné, je deviens la scie sauteuse et je deviens le bambou et j'y vais et il y a une dimension énergétique dans l'affaire et la découpe est impeccable sur un terrain qui est complètement tortu. C'était vraiment pas gagné d'avance. Et j'en fais 2 découpes. Et au final, ma canne de bambou, elle s'adapte bien. Et là, c'est vraiment la synesthésie. C'est la rencontre de l'être humain avec la matière. Au moment du bricolage, je deviens matière. Je deviens marteau, je deviens clou. Ok. Et dernière question. On va reparler d'écriture. L'écriture comme traduction. Est-ce que l'écriture pour toi est une façon de traduire, de faire passer ton monde à toi dans une langue que les autres peuvent recevoir? Ouais, c'est bien dit. L'idée de l'écriture, c'est de mettre en forme. En fait, ça fait longtemps que j'écris. J'avais même écrit deux recueils de poésie, une 40aine de poèmes en prose quand j'étais en terminale. Et j'ai le projet d'écrire un recueil de nouvelles, une 20aine de nouvelles, qui serait bien dosé neurotypique autiste pour inviter justement les neurotypiques à rentrer dans notre monde et à le vivre de l'intérieur. Dans l'écriture, oui, c'est trouver les mots justes, c'est créer du sens, de trouver la bonne analogie pour se faire comprendre. Et quand la personne lit, elle est obligée de vous écouter. C'est un peu une antithèse que je viens de dire, mais voilà, quand on lit, on est obligé d'écouter. Quand on écrit, il y a les mots, il y a ce qu'on raconte à l'écrit, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière les mots, derrière ce qu'on dit. Et moi, je trouve que tu ressens ce qu'il y a derrière, pas uniquement la première vision, mais ce qui se cache. Alors, ça me fait penser à mon maître Marc Roscoe, oui, là, on arrive dans l'extra linguistique. Ouais, il y a limite plus de mots. D'ailleurs, j'ai pas mal lu sur Roscoe et à vrai dire, il n'y a rien qui me satisfait. J'ai pas trouvé de texte qui s'approche de ce que je ressens et moi-même je ne saurais pas en parler. J'ai adoré faire les vendanges avec un certain Mohamed qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas anglais et moi je ne parlais pas arabe. Donc y avait, pour communiquer, on était obligé de communiquer par le regard ou par les mains. Et cette simplicité-là, ça me faisait un bien fou, quoi. On coupait les grappes de raisin ensemble. Il n'y a plus de contexte social-culturel. On devient basique, on a chacun un sécateur, il coupe ma grappe, je ramasse la sienne. En tout cas, à ce moment-là, il se passe quelque chose que je pourrais mettre par écrit. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, tu as répondu à ma question. Merci beaucoup à mes questions. Tu en as d'autres ? Non. Bon ben voilà, c'est le mot de la fin. Écoutez, c'est un interview improvisé sur une petite route, au sortir d'une séance commune avec une cliente. Je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner, liker, partager. Et voilà, si vous cherchez une super éduque-spé du côté de Saint-Rémy de Provence, vous avez Anne. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.